Bonjour. Ça faisait longtemps, salut. Donc dernier épisode, épisode 5. On va parler essentiellement de Potosi. Donc j'ai décidé d'aller visiter les mines. Mathieu ne l'a pas voulu pour des raisons qui sont compréhensibles. Perso, c'est un petit peu la misère. C'est vrai que c'est des conditions qui sont très dures pour ces travailleurs. Et c'est un boulot qui est encore d'actualité avec des conditions archaïques. Donc voilà, je suis quand même allé à l'aide d'une agence, je me suis rendu sur place avec un guide. Et je peux quand même vous avouer que c'était assez flippant à l'intérieur de la mine, on perd un petit peu tous ses sens. Mais bon, j'ai tenu bon et voilà, on va pouvoir voir les images qui vont suivre. Et ainsi que l'interview du guide qui nous a accompagnés dans la mine et qui va expliquer plus ou moins comment ça se passe avant, comment ça se passe maintenant. Et puis on se retrouve juste après pour Samaipata, c'est ça? Samaipata les singes. Voilà, donc on vous dit à tout à l'heure. Salut. Et bon visionnage. Salut. Ciao. Bueno, las minas de Potosí existen desde muchos años atrás. Bueno, el descubrimiento se hace en 1545, ¿ya? Pero mucho más antes ya los pobladores que vivían cercanos a este cerro ya conocían la existencia del Cerro Rico. Bueno, los primeros que sabían la existencia eran los aymaras, después los quechuas, ¿ya? Entonces esto viene de muchos años más atrás. Entonces en 1547 el Inca Huayna descubre la existencia del Cerro Rico, ¿ya? Él descubre la existencia de minerales en el Cerro Rico en 1547. Ya después en 1545 ya los españoles descubren la existencia del Cerro Rico en la montaña de Plata. Bueno, casi 500 años, más o menos 500 años de explotación de minerales que existen en este Cerro Rico.
puesta pues. Más alto el fresquito, ¿ya? Va a dar. Fíjate más. Fíjate. ¿A qué hora has empezado, don Oscar? A las 10. Ya, aquí está por... Bueno, hablando de minería, del trabajo minero, mucho más antes el Estado boliviano era el dueño, bueno, administraba el trabajo dentro de las minas, era el dueño. Por eso formó lo que era la Comibol, la Corporación Minera de Bolivia. Ese ente, bueno, era ente regulador para el trabajo del trabajo minero en las minas. El Estado era el dueño de toda la montaña y él controlaba el trabajo de las diferentes minas que pertenecían al Estado. Entonces, si tú preguntas a los mineros cuál era mejor, para cuál era mejor trabajar, para el Estado o ahora en cooperativas, muchos de ellos van a decir en las cooperativas, porque ellos trabajan, si quieren trabajan, si no, no trabajan. Mientras en el Estado sí o sí tenías que trabajar 8 horas por día, 5 o hasta 6 días por semana. Tenías tus beneficios, asistencia médica, herramientas, equipo de seguridad que te proporcionaban. Pero ahora, a diferencia de eso, los cooperativistas tienen que invertir, tienen que comprarse sus propias herramientas de trabajo para poder trabajar en las minas. Okay, now we have to climb up 3 meters up, okay? You need 3 hands. Use your hands all the time. We will come back by the same way. Bueno, se dice de que hay 98 variedades de minerales. Los más importantes para los mineros son 4: plata, plomo, zinc, estaño. Hay mucho más minerales como la pirita, el bronce. Hay muchos, pero los más importantes son para los mineros los 4 principales que te he mencionado. Hay mucho de esto que la minería genera trabajos indirectos. Entonces,
La base económica de Potosí está basada en la minería. Se dice por unos 6-7 años más. Después de eso muchos dicen de que una alternativa sería el turismo, ya una opción para poder sobresalir, para poder generar economía. Pero para Potosí se vuelva un destino turístico, pues necesitamos trabajar mucho. Bueno, gracias a Dios hemos visto de que hay pocos accidentes. Tendría que ser esto más accidentes, porque hay 400 mineros. Pero a lo que conocemos hay pocos accidentes de mineros que, por decir, han sufrido golpes en las manos, en los pies, en las rodillas. Pero accidentes graves hasta ahora no. Cuando los turistas visitan las minas, aparte de los regalos que compran para los mineros, están ayudando. Por cada turista que entra a la mina se va pagando. Y hay un registro donde, por decir, en la mañana han entrado 5, se registra 5, en la tarde 10, se registra 10. Entonces todo se maneja por fechas. Entonces a fin de mes los mineros vienen a cobrar por cada turista que han ingresado a la mina. Y lo más importante es de que esa mina es muy buena, hay 400 mineros, hay 2 cooperativas. Entonces nosotros como agencia Coalatur pagamos a dos cooperativas. This fuse is on for 2 minutes and a half. 2 minutes and a half after the yeah, Felix was to start from up. Bueno, es la imagen del diablo, ya es lo opuesto al Dios bueno, es un Dios malo, porque se dice de que en la religión católica hay 2 dioses, un Dios bueno que está en el cielo y un Dios malo que está debajo de la tierra, el diablo. Entonces esto mucho tiene relación con la religión católica. Cuando los españoles en la época de la colonia vinieron y conquistaron todos estos territorios, ellos trajeron lo que es la religión católica, ya. Entonces por eso es de que cuando los españoles empiezan a trabajar en 1545, cuando se hace el descubrimiento del cerro por los españoles, entonces de ahí empiezan a trabajar ellos primero a cielo abierto, pero después interior mina. Después de 200 años empiezan a trabajar dentro de la mina, interior mina. Entonces, para obligarles a trabajar a los indígenas, ellos lo que hacen es poner una estatua que es el diablo, para obligarles a trabajar a los indígenas. Entonces ellos decían, si tú no trabajas, Dios te castigará. Entonces, por el miedo que tenían los indígenas, tenían que trabajar, obligados a trabajar dentro de las minas.
Entonces la Casa de la Moneda está relacionada con las minas porque cuando llega el virrey Francisco Toledo en 1572, ya llega acá a Potosí y, por una crisis minera que existe. Otro acto administrativo que hizo era la implantación de la mita dentro de las minas. Era un turno de trabajo obligado. Este sistema adopta de los incas, de los quechuas, porque los quechuas este trabajo lo hacían de la mita como un turno de trabajo, ¿ya? Pero el virrey Francisco Toledo adopta, se adueña de este sistema para poder introducir a las minas, pero no era un turno de trabajo normal, era un turno de trabajo de esclavitud, porque muchos de los mineros unitarios que entraban a las minas entraban y ya no volvían a ver la luz del sol nuevamente, entonces ellos eran forzados a trabajar más de lo debido dentro de las minas. Hey, salut à tous, on vient vous voir là pour un peu plus de gaieté. On est dans un refuge animalier un peu au-dessus de Samaipata, donc c'est un petit village qui est au bord de la forêt tropicale. Et on a rencontré Manuela qui est une dame qui a mis en place ce refuge pour des animaux qui étaient un peu délaissés. Et donc il y a toutes sortes d'animaux, il y a ma copine là, la singe. Il y a des porcs épics, il y a un lama, il y a des perroquets, il y a des tortues. Et donc c'est un refuge qui accueille beaucoup de volontaires pour aider à entretenir ces animaux qui ne sont pas toujours chanceux et qui ont été récupérés. Et donc voilà, ça fait bien 16 ans que ça existe, c'est ça ? 14. 14 ans. Ça fait 14 ans que ce refuge existe et puis c'est plein de vie, c'est tout mignon, c'est pas très grand mais ça a du charme. Voilà, à la prochaine. C'est la passion des animaux, donc nous on a toujours eu des animaux à la maison et on est venu là, c'était pas vraiment l'idée de faire vraiment un refuge, mais c'était l'idée d'avoir un endroit où vivre et donner l'espace aux animaux qu'on avait. Et petit à petit, il y en a plus qui sont arrivés, la famille s'est agrandie. Ils arrivent soit parce que les gens les achètent quand c'est petit, quand c'est grand ils peuvent plus s'en occuper, ou des fois c'est les membres de la famille qui décèdent, ou des enfants qui ont fini, qui vont étudier, ou donc après ils cherchent des refuges pour les placer. Sinon il y a aussi la préfecture, la gouvernation qui enlève les animaux de la vente illégale. Et là ils cherchent aussi des refuges où les laisser. Et des fois ils les enlèvent des maltraitances. Il y en a entre 20 et 25. En reptiles on a seulement des tortues pour le moment, comptant les tortues, comptant les animaux domestiques aussi, parce qu'on a aussi des oies, des canards, des chiens, des chats. Donc ça, il y en a 20, 25 en tout, quoi. Et après, il y a tout un groupe de singes écureuils où ils sont tous en liberté. Et on a aussi des coatiques qui sont en liberté, des perroquets. On les voit pas chaque fois, quoi, parce que les perroquets, ils doivent fuir des singes, donc ils sont souvent cachés. Ceux qui sont en liberté, après les autres, ils sont dans des espaces.
Chita, ça fait 10 ans qu'on l'a bientôt. Et Donna, ça doit faire 2-3 mois, quoi. Ça fait pas longtemps qu'elle est là. C'est quelqu'un qui l'avait pendant 3 ans et là c'est une personne qui a dû voyager et puis elle a trouvé le refuge pour la laisser. Bah, les gens m'écrivent, en général ils sont pas du tout formés, ils apprennent sur le tas, quoi. Ce qu'on demande, bah, c'est qu'ils aiment les animaux et qu'ils ont la volonté et l'envie de nous aider. Et ensuite, ben, le reste se fait, quoi. Ils apprennent, il faut nourrir les animaux, nettoyer les cages, changer l'eau et s'occuper aussi du maintien de l'endroit. Donc ceux qui travaillent le bois, ils nous aident à faire des travaux de bois. Ceux qui savent la maçonnerie, ils nous aident à faire de la maçonnerie, en dehors du travail avec les animaux. On se lève à 8h le matin, tout sourire, pour aller soit piquer les fruits des animaux, couper les fruits. Pour tous les animaux, il y a un régime spécial pour chacun. Ou alors il y en a un qui doit aller laver les cages de tous les animaux. Donc on fait ça pendant à peu près 1 heure. Après on est tous ensemble pour répartir les fruits, la bouffe de chaque animal dans son espace. Et après c'est beaucoup de nettoyage, beaucoup de quelques jeux avec les animaux quand on a le temps. Beaucoup d'organisation et après on a notre temps libre où on est plus libre dans le zoo de faire un peu ce qu'on veut. En gros c'est ça. Donc ça ce serait la matinée. L'après-midi on a de 2h à 16h on a des projets à faire dans le zoo qui varient tous les jours. Par exemple un jour il faut aller tailler dans une certaine cage les mauvaises herbes. Parfois faut aller couper du bambou parce qu'ils construisent une maison dans le zoo. Parfois il faut soigner un chien qui a plein de puces. Et après à 4h c'est reparti, on recoupe les fruits parce que pour les animaux qui mangent aussi l'après-midi, on sort la viande des carnivores et pareil on redistribue jusqu'à 6h en gros. On se gère nous-mêmes avec les entrées, les donations, les ventes d'artisanat, on fait des balades à cheval aussi. La vérité c'est que j'ai aucune idée, qu'on va continuer de faire les choses comme elles se présentent. On n'a jamais eu de but fixe, quoi. On reçoit ce qui est dans nos possibilités. Et donc l'endroit aussi commence à s'habiter de plus en plus, les alentours. Donc nous, ça nous restreint aussi de plus en plus par rapport à tous les animaux qu'on a en liberté. Mais dans 5 ans, je pense que ça va être relativement comme maintenant, quoi. Jusque on va faire une nouvelle réception où on aura un petit snack pour recevoir un peu les gens un peu mieux que ceux qui veulent se servir un petit quelque chose à boire, à manger, ce sera plus accessible. ¿Cómo te llamas? Carlito, ¿Cuántos años tienes? 5, ¿Y vives aquí en el zoo desde que está aquí? ¿Sí? 5 años. Desde 5 años, bueno. ¿Y te quieres los animales aquí? Sí, ¿Qué es tu animal preferido? y chita. ¿Chita? Gracias. ¿Quieres la pluma? ¿No? ¿Quieres? Bon bah fin du périple, Ouais, c'est terminé. Avant de finir, on veut remercier tout le monde. On veut dire merci d'abord à moi, à Kevin. Je pense lui et moi aussi. Ouais. Merci Mathieu, merci d'avoir chanté pendant tout le périple, d'avoir joué de la guitare, d'avoir collé des fleurs dans ton carnet. Yes. D'ailleurs, la guitare, pour l'anecdote, on vient de la refiler à 2 Sud-Africains qui viennent de partir en périple aussi pour 3 mois avec des vélos. Donc ils sont partis dans le nord du Pérou, un endroit qu'on n'a pas exploré, donc c'est vraiment génial, c'est ce qu'on voulait pour cette guitare parce qu'on n'allait pas la ramener en France. Et on leur a refilé, comme ça elle va continuer de voyager. Et ce qu'on leur a demandé, c'est juste de la refiler à d'autres voyageurs derrière, donc c'est super aussi. Ouais.
C'était notre compagnon. C'était la troisième. La troisième part de notre équipe. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on l'a eu le premier jour à Lima et quand on est revenu là, en ce moment, on est chez Claudio et à partir du moment où on est revenu à Lima, et bah, elle a retrouvé sa maison, mais elle est repartie aussitôt pour de nouvelles aventures dans d'autres pays. On espère qu'elle va faire toute l'Amérique. Ça, ce serait vraiment. Ça serait vraiment l'idéal, quoi. Donc, sinon, on va, à partir de demain, pouvoir mettre un point sur la fin de ce voyage. C'était fabuleux, bah, vous avez pu le voir sur toutes les images qu'on vous a laissées sur la page. C'était une expérience incroyable et on le souhaite à tous ceux qui pourraient. Et bah, c'était aussi l'objectif de ce voyage-là, de pouvoir filmer à chaque fois notre petite aventure. Et si ça peut vous donner l'envie de faire la même chose, faites-le. Et on vous le conseille vivement. Partez sans hésitation, surtout l'Amérique du Sud. On a croisé la plupart du temps des gens qui étaient vraiment très chaleureux, très ouverts. Et c'est ce qui nous a permis de faire vraiment de jolies rencontres tout au long de notre voyage. Je pense qu'on vous l'avait dit au début, ce qu'on voulait c'était d'abord des rencontres, d'abord du partage et c'est ce qu'on a retrouvé dans ce voyage. Donc on a vraiment apprécié. Là nous revoilà chez Claudio, notre ami du début, notre coach surfeur mais maintenant ami péruvien de Lima. On a repassé un bon petit temps avec lui et ça a fait plaisir et comme vous pouvez le voir là à droite, le barbecue est en train de chauffer. On va faire une bonne dernière bouffe avant de repartir et puis demain on monte dans l'avion, quoi. C'est fin du voyage et c'est le premier barbecue, je pense. Ouais, c'est le premier barbecue. C'est le premier barbecue, voilà, c'est ça. Et bah voilà, tout au long du voyage, on a aussi connu de la mauvaise bouffe, hein, ça je veux dire aussi, il n'y a pas que du bon dans l'Amérique du Sud. On a connu du poulet, pas mal de poulet. Avec du poulet aussi, ça marche. À toutes les sauces et des fois c'est pas toujours le top, mais bon quand il faut serrer le budget, quand on est un peu serré c'est compliqué. Voilà. Mais ce qui est sûr c'est qu'on a aussi découvert des super plats et découvert une super culture, donc c'était ça qui était le mieux, quoi. Et on retiendra que ça quasiment. C'est ça. Donc bon bah voilà, on va dernière nuit ici en Amérique du Sud, on reprend l'avion demain et retour en France. Voilà. Allez. Pas mal. Merci d'avoir suivi nos aventures. À bisous. Et puis... Merci à nos parents, à notre famille, à nos amis qui nous ont soutenus. Merci aux sponsors. Merci à la maquilleuse derrière. Ouais. On l'a serré qu'on voit pas souvent l'envers du décor, mais merci Cynthia. Cynthia, merci. Merci pour ce que tu es. Voilà. Jennifer, merci Jennifer. Voilà. Donc bah, merci à tout le monde et puis pas à la prochaine, hein, mais à bientôt. Bisous. Bisous. Allez, GR.